Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les secteurs concernés par les biotechnologies. Et tout d'abord, avant tout, mettons-nous d'accord sur une définition des biotechnologies. Il s'agit simplement de techniques mettant en œuvre des organismes vivants ou leurs composés, comme cela vous l'a déjà été dit. Alors les composés sont des molécules telles que des enzymes ou des pigments. Alors, ces organismes vivants peuvent être de toutes sortes. On pense a priori aux micro-organismes tels que des bactéries, des levures, des microalgues. Mais c'est pas tout. Il y a également des plantes qui peuvent être utilisées notamment pour faire du biocarburant ou la dépollution des sols, et aussi des organismes vivants, des mammifères tels que des chèvres. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Alors, ces organismes ne sont pas toujours modifiés. On va utiliser simplement les utiliser pour leurs propriétés naturelles, parce qu'on aura un intérêt. Mais c'est vrai que parfois, on est amené à modifier ces organismes, leur introduire un gène d'intérêt pour qu'ils produisent de nouvelles molécules. Parce que, en fait, en résumé, l'objectif de tout ça, c'est bien de produire des molécules, voire également de dégrader des molécules. C'est le cas pour la dépollution, par exemple, des sols. Alors, les outils utilisés en biotechnologie, vous allez voir, ça peut aller de la pipette de précision jusqu'au tractopelle. Tout ça pour vous dire que, effectivement, ces biotechnologies concernent énormément de secteurs. Alors, pour y voir plus clair dans tous ces secteurs concernés, on leur a attribué de façon arbitraire un code couleur. Ici, je vous ai présenté 4 couleurs, mais il peut y en avoir bien d'autres. Mais déjà, vous allez voir qu'avec ces 4 couleurs, on peut déjà bien séparer ces technologies. Vous avez en haut à gauche les secteurs agricoles et agroalimentaires, ce qu'on appelle les biotechnologies vertes, qui servent à faire des fromages, la charcuterie, des semences modifiées, des insecticides à l'aide de bactéries, la méthanisation à la ferme, etc. En bas, les secteurs ocre, secteur de l'environnement, où les biotechnologies vont servir à faire du compostage, la dépollution des eaux, du sol et de l'air. Tout ça, ce sont des biotechnologies. En fait, ensuite, en bas à droite, les biotechnologies blanches, les secteurs de l'industrie qui concernent, avec les biotechnologies, on peut faire vraiment plein de molécules différentes, notamment produire du plastique, des fibres textiles, du carburant, des produits cosmétiques, etc., etc. Et en haut à droite, vous retrouvez les biotechnologies rouges, le secteur de la santé, qui va permettre de faire des médicaments, des vaccins, des kits diagnostiques, l'imagerie, etc. Donc voilà ces secteurs, comment on peut les différencier. Et donc en France, ces biotechnologies, comme vous le voyez sur ce graphe, sont essentiellement utilisées dans le secteur de la santé. Ça va de la barre horizontale bleu foncé jusqu'à la barre rouge foncé. Tout ça concerne les secteurs de la santé. Ensuite viennent des applications concernant la nutrition animale et humaine, la cosmétique et enfin l'environnement. Voyons maintenant un peu ce panorama de ces différentes entreprises qui déclarent faire de la recherche et développement en biotechnologie en France. Vous voyez cette masse bleue qui représente plus de 50% des entreprises. Ce sont des petites entreprises de 1 à 10 personnes. Et les entreprises les moins nombreuses, en jaune, en haut, sont les entreprises de plus de 100 salariés. Donc, vous voyez bien sur ce graphe qu'en fait, il y a plein de petites entreprises. En fait, il faut imaginer le chercheur avec son idée de biotechnologie qui sort du laboratoire pour essayer de développer cette idée et qui va grandir un peu son entreprise. Et après, une fois que l'idée sera un peu plus au point, il se fait racheter par les grosses entreprises qui sont ici de plus de 100 salariés. Donc, ce graphe permet de voir un peu le vivier très important qu'il y a d'idées de biotechnologie en France. Après, le nombre d'entreprises qui déclarent faire de la R&D en biotechnologie en France, vous voyez que c'est en constante croissance. On atteint en 2017 plus de 2000 entreprises. Ça peut paraître peu, mais quand on compare aux entreprises, au nombre d'entreprises dans le monde qui font des biotechnologies, vous voyez en haut la courbe foncée qui paraît noire, c'est la courbe de la France, les nombres d'entreprises en France, et vous voyez qu'on est quand même très bien situé par rapport à nos collègues dans le monde. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, les procédés communs à ces nombreux secteurs. Le procédé le plus utilisé,
c'est la production de molécules en bioréacteur. Alors, comment ça marche? Première étape, on va d'abord identifier une cellule d'intérêt. On va la modifier, en faire un OGM ou pas. C'est pas nécessaire, parfois. Alors, cette cellule, une fois qu'on l'a bien identifiée, on en fait une banque, on la conserve précieusement. Le mot banque n'est pas usurpé, c'est vraiment quelque chose de très, très précieux qu'on va conserver, duquel dépend toute la production de l'entreprise. À partir de cette banque, on extrait une cellule et qu'on va faire multiplier dans des bioréacteurs. Je vous ai mis ici à gauche une photo de bioréacteur qui est à taille humaine, mais il faut imaginer qu'il existe des bioréacteurs qui peuvent faire 1, 2, 3 étages de haut. Après différents procédés de purification de la molécule, on va enfin avoir notre nouvelle molécule qui pourra être utilisée, comme vous l'avez vu, dans de nombreux secteurs professionnels. Alors, un exemple de production via ces bioréacteurs, production de biocarburants. Alors, on parle de biocarburants de première et deuxième génération. Tout ça, ça part de la fermentation de plantes par des bactéries. Alors, première génération, qui est actuellement aux pompes à essence, qu'on a quand on fait notre plein de voitures. Donc, ces biocarburants de première génération, eux, partent de la partie comestible des plantes. Donc, on voit bien, ça rentre en rivalité avec les cultures utilisées pour l'alimentation. Donc, ça pose quand même problème. Donc, sont en cours de développement des biocarburants de deuxième génération qui, eux, partent de la partie non comestible des plantes. Mais les biotechnologies vont pas s'arrêter là et permettent encore plus de choses. C'est-à-dire que maintenant, on travaille actuellement sur les biocarburants de troisième génération. Donc, on voudrait faire fabriquer les biocarburants directement par des bactéries ou des microalgues génétiquement modifiées. Exemple dans le secteur de la santé, production de médicaments. Alors là, je suis sortie du bioréacteur classique, quelque chose d'un peu plus original, une production d'antithrombine. C'est une molécule qu'on a dans notre sang pour fluidifier le sang. Certaines personnes en manquent, donc il faut apporter l'antithrombine. Donc des chercheurs ont identifié le gène de l'antithrombine humaine, c'est déjà une performance en soi, et ont introduit ce gène dans un embryon de chèvre qui, devenue grande, produit dans son lait directement l'antithrombine humaine. Après, il y a bien sûr des étapes de purification, mais qui aboutissent à un médicament, l'antithrombine, qui est déjà commercialisé depuis 2009. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction. Un exemple de biotechnologie dans le secteur agroalimentaire, cette culture en masse là dans des bassins de cette microalgue rouge, Haematococcus, qui est intéressante parce que simplement on va en extraire le pigment, en créer des compléments alimentaires qu'on va distribuer en pisciculture tout simplement pour donner aux poissons une chair plus saumonée. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire l'impasse sur les biotechnologies agrémentaires qui nous servent à faire de la bière, du vin, du pain, du yaourt, du fromage, du saucisson. Voilà tout ce qui fait qu'on est français. Les biotechnologies, le secteur de l'environnement, méthanisation, compostage des déchets. Donc, les déchets arrivent sur votre gauche dans des tris mécano-biologiques. C'est un gros rouleau que vous voyez en haut. Là, il y a une population de micro-organismes qui poussent en présence d'oxygène vont commencer à dégrader les déchets. Puis, les déchets vont être amenés en bas dans des méthaniseurs, des digesteurs, des bioréacteurs. Et donc là, c'est une nouvelle population de micro-organismes qui poussent sans oxygène, qui va dégrader ces déchets et produire un mélange de gaz, ce qu'on appelle le biogaz, qui, à gauche, va être valorisé en énergie pour faire du chauffage, de l'électricité, pour les véhicules. La partie non dégradée encore du méthaniseur va être envoyée en compostage en dessous. Et là, une nouvelle population de micro-organismes qui poussent en présence d'oxygène va dégrader ces déchets et en faire du compost. Autre exemple de biodépollution des sols. Là, si un micro-organisme présent dans un sol, c'est qu'il s'y sent bien, et notamment qu'il a de la nourriture. Et s'il a de la nourriture, il a forte chance qu'il se nourrisse du polluant, qui dégrade le polluant. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est, ici, vous voyez à gauche des tubes d'oxygène. On va apporter de l'air pour que le micro-organisme se sente mieux et qu'il pousse plus vite et qu'il dégrade plus vite. Alors, soit on dégrade in situ, comme en haut à gauche, soit on va extraire le sol et en faire des andins, des tas, comme vous voyez en bas à droite, des tas auxquels on va apporter pareil de l'oxygène, voire des bactéries, des micro-organismes qui sont connus pour dégrader le polluant. Alors, ces biotechnologies, quels risques elles peuvent entraîner?
Eh bien, comme vous l'avez vu, elles peuvent être utilisées dans énormément de secteurs. Donc, on va bientôt, bien sûr, retrouver le risque biologique puisqu'on travaille sur du vivant, mais des risques industriels classiques, chimiques, pression. Les bioréacteurs peuvent être sous pression, incendie, explosion, électrique, TMS, coactivité, etc., etc. Et bien sûr, il y a des spécificités, des risques spécifiques aux biotechnologies, tels que la manipulation du génome lors de la construction d'OGM. Ça, on en parlera juste après moi. Mais également cette culture en masse dans des bioréacteurs de cellules. Alors, le code du travail est là pour nous dire un peu, nous donner des règles de conduite pour l'évaluation et la prévention des risques. Je vous ai indiqué les articles du code du travail et notamment un article important qui classe, qui définit 4 groupes de risques infectieux des agents biologiques. Alors, ces groupes sont définis selon la dangerosité de l'agent biologique, mais également sa propagation dans la collectivité. Et en bas, la dernière ligne, là, l'existence d'une prophylaxie ou d'un traitement de l'agent biologique. Donc voilà, ça permet de définir des agents de groupe 1, un groupe 1 qui est un groupe d'agents non infectieux, et après 2, 3, 4, 4 étant bien sûr les plus graves. On y retrouve dans ce groupe 4 des agents les virus, fièvre hémorragique et de la variole. Donc vous voyez, c'est quand même assez dangereux. En complément du Code du travail viennent différents arrêtés. Je vous en ai cité 2. Le premier, l'arrêté de 94 modifié, qui liste les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. Sur le site d'INRS, vous trouvez une base de données qui s'appelle Baobab, base d'observation des agents biologiques, qui recense tous les agents classés réglementairement. Un autre arrêté qui est important en biotechnologie, c'est l'arrêté de 2007 modifié, qui donne les mesures techniques de confinement dans les laboratoires qui manipulent les agents des groupes 2, 3, 4. Sur la base de ces informations réglementaires, on peut construire une démarche d'évaluation des risques biologiques. Ça consiste dans un premier temps à identifier le réservoir d'agents biologiques à gauche, c'est-à-dire l'endroit où vivent les agents biologiques, c'est-à-dire ça va être le bioréacteur ou le bassin des stations d'épuration. Dans un deuxième temps, on va voir si les salariés sont exposés à ce réservoir d'agents biologiques. Et si c'est le cas, effectivement, là, il y a un risque biologique. Donc, après avoir évalué ces risques, il faut une démarche de prévention des risques biologiques qui consiste à agir le plus en amont possible, c'est-à-dire sur le réservoir d'agents biologiques. Ça consiste à supprimer les conditions favorables des agents biologiques, comme l'oxygène, la matière organique, tuer les agents biologiques par une désinfection. Mais vous voyez bien que ces 2 points en biotechnologie ne sont pas faisables puisqu'on va utiliser des agents biologiques. Toutefois, on peut quand même suivre ce 3e point, substituer les agents biologiques pathogènes. C'est-à-dire que si on est amené à manipuler un agent pathogène, on peut toujours le modifier pour enlever le gène responsable de la pathogénicité. Et 2e étape, c'est agir sur l'exposition. Donc, protection collective avant tout. Donc, substituer les procédés exposants, confiner les agents biologiques dans des bioréacteurs, dans des laboratoires confinés. Et enfin, en dernier lieu, s'il résiste encore des risques, faire porter des EPI aux salariés et respecter les mesures d'hygiène. Donc voilà cette démarche d'évaluation et de prévention des risques qui sera expliquée dans les différents secteurs utilisant les biotechnologies qu'on va voir aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame David, vous êtes même en avant sur votre tempo. Merci infiniment, beaucoup d'informations clés que vous venez de révéler. Le panorama est riche évidemment. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on va commencer à se pencher sur notre chat. Alors, il est timide, on démarre la journée. Madame David, ne le prenez pas pour vous. Probablement, si, vous devez peut-être le prendre pour vous parce que vous avez été très clair. Cela dit, j'ai quand même une question. Par exemple, un anonyme qui demande quelles sont les mesures de prévention à mettre en place pour les souches bactériennes multirésistantes. Alors, la multirésistance, c'est vrai, effectivement, ça pose un problème puisque on manque du coup de traitement de moyens prophylaxiques. Du coup, ça augmente le danger de cette souche et du coup prendre beaucoup plus de précautions que pour une souche identique qui ne serait pas multirésistante. Donc, c'est vraiment l'évaluation des risques est à faire
cas par cas, souche par souche. Donc, effectivement, pour un nom de, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais un nom de genre de bactéries identiques, avec des espèces qui différencieraient un petit peu, ça peut entraîner des mesures de confinement, de précaution, de prévention différentes. Il faut faire du souche par souche. Faire du souche par souche, on l'a noté. Alors, les mesures de confinement sont-elles les mêmes pour les agents bio et les OGM? Grosso modo, oui. Et ça, Monsieur Pagès, qui passe après moi, vous confirmera. Ça s'appelait donner la balle à son petit camarade. Oui, mais je vais faire un début de réponse tout de même. Je vais assumer. Oui, elles sont vraiment très similaires, à quelques différences près. C'est-à-dire autoclaver les daceries des OGM du groupe 1, alors que pour des agents biologiques de groupe 1 non pathogènes, je le rappelle, on n'est pas obligé d'autoclaver les déchets. Donc voilà, il y a quelques différences près. Sinon, vraiment, le cœur du confinement, les mesures principales du confinement sont vraiment similaires. Hein. C'est-à-dire qu'on va éviter, après l'analyse des risques, on va éviter de faire sortir l'agent biologique pathogène du laboratoire, de la salle technique et du laboratoire, l'ensemble des pièces.